Écoutez, moi, je tiens à remercier chacun de vous autres là, pour le bon travail que vous pouvez faire. Même les policiers, comme l'a dit Mme Bondardo, vous faites un bon travail aussi, j'ai aucun doute. Mais ceci étant dit, moi, mon souhait, c'est drôle à dire, mais je souhaiterais qu'on serait tous un peu dans la folie, mais une belle folie pendant ces 3 jours-là, qui va nous permettre là, de tasser nos malaises, nos préjugés, plein de choses du genre, mais qui va nous donner le goût puis l'espérance de faire d'apporter un changement qui va faire du bien à celui qui aujourd'hui vit dans l'itinérance. Parce que il me semble que c'est pour ça que nous sommes rassemblés. En tout cas, moi, à mon sens, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Quand le réalisateur Denis Martel m'a approché en mars 2024 pour travailler sur ce projet de balado du réseau Solidarité et Itinérance du Québec, le RSIQ, comme vous m'entendrez le dire dans cet épisode, on désirait parler d'itinérance et tenter de comprendre cet enjeu que vivent des milliers de personnes au Québec, notamment en abordant les questions des droits des personnes en situation d'itinérance, de la prévention et de la responsabilité partagée. D'ailleurs, ces sujets nous ont été inspirés par les 4e États généraux de l'itinérance. Je vous invite à aller écouter les 3 précédents épisodes, si ce n'est pas déjà fait, pour être capable de mieux plonger dans cet épisode, celui consacré aux États généraux de l'itinérance. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, ce sont plus de 450 personnes venues de tous les horizons, de toutes les régions, qui se sont rassemblées en novembre dernier au Centre de foire à Québec pour partager leur savoir, leurs initiatives qui fonctionnent, pour s'entendre sur une vision commune sur le comment renverser la tendance en itinérance au Québec. Parce qu'impossible de se mettre la tête dans le sable. Si on continue comme ça, de plus en plus de gens pourraient se retrouver en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Des acteurs du milieu communautaire, des représentants des différents paliers de gouvernement, des ministères, des groupes de recherche, ainsi que des personnes ayant vécu l'itinérance, qu'on nomme aussi experts de vécu, se sont réunis 3 jours avec un objectif clair: élaborer une déclaration commune pour guider les actions futures et inverser la tendance en matière d'itinérance. Dire que c'était un événement très attendu est un euphémisme. Pour vous donner une idée de l'importance de cet événement, c'est des précédentes éditions qu'est née la politique nationale de lutte à l'itinérance en 2014. Depuis, c'est cette politique qui guide les directions à prendre pour prévenir et réduire l'itinérance. Et malheureusement, elle est toujours d'actualité. Le milieu communautaire, ainsi que tous les acteurs du milieu de l'itinérance, ne s'étaient pas réunis depuis presque 10 ans. Imaginez tout ce qui s'est passé en une décennie dans notre société. Une pandémie mondiale, une crise du logement, les effets de l'inflation. C'était plus que le temps de se parler, de faire le point et surtout d'attiser l'espoir. Mon nom est Anne-Josée Cameron, je suis journaliste et j'ai commencé ce projet en 2024 à la demande du réseau Solidarité Itinérance du Québec. Depuis, il n'y a pas une journée sans que je me demande à quoi va ressembler le monde de demain si on ne fait rien aujourd'hui. Dans cette série en 4 épisodes, on tente de mieux comprendre la question de l'itinérance. Pour ce faire, on a rencontré des intervenants de tous les coins du Québec. Bienvenue à Renverser la tendance, épisode 4, Les États généraux, un balado du réseau Solidarité Itinérance du Québec, réalisé par Denis Martel. Dès mon arrivée aux États généraux, j'ai été frappée par l'ambiance. Les gens souriaient, s'interpellaient, se saluaient, se faisaient l'accolade. Des gens du communautaire comme Éric Boulay de l'Aube-Rivière à Québec, Faustine Passot du Centre Le Phare à la Baie ou encore Annick Lucier de la Hutte à Terrebonne. Des gens du monde de la santé comme la docteure Marie-Ève Goyer ou encore du monde politique comme Manon Massé ou Véronique Yvon. Il y avait du cœur et du courage au pouce carré ces jours-là au Centre de foire. En me promenant dans la foule, j'ai entendu plusieurs fois le nom de Michel Simard. J'ai découvert qu'il était théologien et criminologue, actuellement consultant au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, travaillant sur un projet de recherche en hébergement d'urgence au Québec.
C'est aussi l'un des fondateurs du réseau Solidarité Itinérance du Québec. Je me suis dit que je devais profiter de l'occasion pour aller le rencontrer. Je crois que l'itinérance est le miroir d'un malaise profond que l'on vit dans notre société, dans notre incapacité d'articuler les droits des personnes avec l'importance et la nécessité de faire partie d'une communauté qui nous aide à grandir, nous protège, puis nous permet d'avoir un horizon de vie où on est enraciné quelque part. Et l'itinérance nous montre ça. Et je crois que nous souffrons tous de ça, que c'est une souffrance collective, mais qui est vécue durement par les gens qui sont à la rue, qui sont peut-être la face la plus extrême du malaise ou de la souffrance que l'on vit collectivement. S'enraciner dans la communauté, est-ce qu'on sait encore ce que ça veut dire, le mot « communauté ». La question de l'itinérance, c'est pas juste le problème des autres, des démunis, des plus vulnérables. C'est un enjeu de société qui nous concerne tous. Pour Michel Simard, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il ne faut surtout pas se décourager. La première réunion du réseau Solidarité Itinérance, nous étions 6. Regarde aujourd'hui, tu vois. Donc, il y a vraiment une sensibilisation, une conscientisation. Mais quand je fais le tour du Québec, je me dis, pourquoi ça ne marche pas? Tu vois? Et ça... Avez-vous la réponse? Non, je n'ai pas la réponse, mais j'ai la question. Tu sais, j'ai la question. Pour moi, c'est une question politique du projet de société dans lequel on est et qui doit être adressée par l'État, par les citoyens aussi qui en prennent conscience, c'est-à-dire, bon, ben, c'est-tu comme ça qu'on veut vivre, tu sais? Pour la docteure Marie-Ève Goyer, médecin de famille et directrice de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance, mieux connue sous le nom de l'ESCODI, communauté rime avec humanité. C'est d'ailleurs pourquoi elle a choisi de travailler auprès des populations en situation de précarité. Pour moi, il y a une incompréhension fondamentale des souffrances et de grande résilience là, qui mènent à l'itinérance. Quand on comprend ça comme citoyen, comme médecin, on développe une très grande humilité et le souhait de répondre, de soutenir, d'aider, au lieu de continuer à perpétuer le stigma ou même d'augmenter le trauma de ces personnes-là. Donc, c'est toute une méconnaissance. Puis probablement que derrière ça, bien justement, il y a une absence de connaissance, de la peur. Mais au bout de la ligne, ça donne de la division. Je pense qu'on gagne jamais à diviser. L'idée de communauté n'est pas très loin et on gagne toujours à être ensemble, unis, pour trouver des solutions. L'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador l'a d'ailleurs très bien compris. Ici, le chef Ghislain Picard. Pour faire un peu d'histoire, il y a à peu près une vingtaine d'années, au niveau national, les chefs ont adopté une position à l'effet que, finalement, qu'ils sont responsables de leur population, où qu'elle soit. Et ça, je pense que c'est une position qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, c'est pas parce que je quitte ma communauté Pessamite et que je m'installe à Montréal que je ne suis plus Innu. Et donc, le fondement de la position, c'est ça. La communauté, l'importance de la communauté. Le chef Picard l'a aussi abordé dans un discours très remarqué le deuxième jour des États généraux. Les personnes Premières Nations sont 23 fois plus nombreuses à vivre une situation d'itinérance que le reste de la population canadienne. Il s'agit d'un résultat direct des pratiques et politiques coloniales qui ont dépossédé les Premières Nations de leur territoire traditionnel, de leurs économies, de leur système de gouvernance, de leur histoire, de leur langue, de leur vision du monde. Jesse Tissot, qui est un auteur et historien métis, écrit « a élaboré une définition de l'itinérance autochtone qui est largement adoptée et citée. Il présente l'itinérance autochtone comme une rupture des relations saines avec soi-même. La famille, la communauté, la terre, l'eau, les animaux, la culture et la langue. » Une rupture des relations saines avec soi-même. Une rupture avec la communauté. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut vivre en tant que société, avec des gens laissés pour compte? En discutant avec Michel Simard, la docteure Marie-Ève Goyer et le chef Ghislain Picard, il me semble évident que la communauté et la solidarité sont essentielles pour résoudre les problèmes d'itinérance, bien que les défis structurels et financiers soient importants.
réfléchir aux enjeux et aux nombreuses réalités de l'itinérance, échanger, se nourrir d'initiatives porteuses et prendre des décisions collectives, co-construire des pistes de solutions pour l'avenir, c'est ça. C'est à ça que servent les États généraux. Ce n'est pas juste 3 jours de blabla. C'est réfléchir à la société dans laquelle on vit. C'est découvrir des alternatives et repartir nourri de projets concrets. J'ai le goût de parler d'un coup de cœur qui est Tapage, qui est pour moi une initiative qui est porteuse. Nous, à Gatineau, c'est né justement d'une jase. Tapage pour travail alternatif payé à la journée. C'est une initiative qui permet aux gens en situation d'itinérance d'aller travailler quand ils en ont l'énergie. Au cours de ces 3 journées, plusieurs initiatives seront évoquées, comme Tapage ou encore Clé en main, qui œuvrent en stabilité résidentielle et qui aujourd'hui accompagnent plus de 363 locataires en logement subventionné autonome. C'est plus de 55 initiatives couronnées de succès qui ont été partagées pendant les États généraux. Merci pour cette invitation, pour le bel accueil et surtout pour cette merveilleuse mobilisation. Je suis vraiment très impressionné par le nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Cette rencontre de toutes les actrices et tous les acteurs du milieu était importante et nécessaire à mes yeux. Vous aurez reconnu la voix de Lionel Carman. Le dossier de l'itinérance, il le connaît très bien. Avant d'être nommé ministre de la Santé et des Services sociaux en 2022, il était ministre délégué de ce même ministère. Le plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026, intitulé « S'allier devant l'itinérance », il l'a piloté en grande partie. Pour lui, les choses évoluent. De quoi aurait besoin le Québec pour renverser la tendance? En plus du logement? En plus du logement. Bien, je pense qu'il faut travailler plus ensemble, je vous dirais. Je pense qu'il faut travailler mieux ensemble, encore une fois, le réseau, les organismes communautaires, les municipalités, pour accélérer la réussite de nos différents projets. Vous savez, on a doublé le nombre de places en refuge, mais on nous en demande encore. Moi, je pense que les refuges, ce n'est pas une solution à long terme. Il faut vraiment développer le logement, que ce soit du logement supervisé ou du logement autonome. Mais pour ça, il faut travailler tout le monde ensemble et il faut orienter les gens vers les bonnes ressources. Donc, c'est du travail d'équipe qu'il faut resserrer notre filet social si on veut réussir. Puis heureusement, nos organismes communautaires, c'est nos champions là-dedans. Et c'est pour ça que, pour moi, ils jouent un rôle clé dans la réussite. Il n'y a jamais eu autant d'argent injecté pour lutter contre l'itinérance. Il est où cet argent-là? Les sommes sont sur le terrain. On a vu au dernier dénombrement une hausse importante de l'itinérance. Là, actuellement, ce qu'on vit, puis je vous dirais que le principal problème quand je fais le tour des différents refuges, c'est que les gens ont de la difficulté à sortir de des refuges. Moi, je rencontre des gens qui sont là depuis 18 mois, 24 mois. Je rencontre des gens qui ont un travail, qui vont travailler et qui reviennent au refuge le soir. Vraiment, la solution à long terme, tout le monde le sait, c'est le logement. Et il faut que toutes les opportunités que notre gouvernement a mis de l'avant pour aider le logement se réalisent par du concret. Là, c'est bien beau de parler de logement en préparation. Moi, ça va commencer à aller mieux quand on va voir des immeubles sortir de terre. Moi, je suis ici parce qu'on l'a tous vu. Une des causes principales de l'itinérance en ce moment, c'est le manque de logement. Impossible de ne pas parler de logement quand on parle d'itinérance. La ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, était présente elle aussi aux États généraux. Elle était très attendue puisqu'elle gère une denrée rare, le logement. Le ministère de l'Habitation doit trouver des façons de livrer du logement. Et puis, c'est ce que je m'évertue à faire là, depuis 2 ans. On a plus de 24 000 unités de logement qui sont en construction. Il y en a 1 500 là, qui sont en chantier et qui touchent spécifiquement les clientèles à risque d'itinérance ou itinérantes. Alors, on s'assure d'aider les personnes les plus vulnérables avec nos interventions. Donc, sur les 24 000, il y a 1 500 logements qui vont être des logements sociaux. C'est important de parler de logements hors marché, c'est-à-dire des logements qui sont détenus par des organismes à but non lucratif. Peu importe le type de tenure, là, qu'on parle d'OBNL, de coop, d'office d'habitation, on veut que les logements soient détenus par des organismes à but non lucratif, donc qui sont à l'abri de la spéculation. Et on sait que ce type de logement-là, bien, c'est un rempart
dans les moments difficiles, justement, aussi un rempart contre l'itinérance parce que c'est des logements dont les loyers augmentent moins rapidement. Alors, pour moi, c'est important de construire le plus possible de ce type de logement-là. Et on y arrive. On ajoute des nouvelles façons de faire, des nouveaux outils financiers pour être plus performants avec les enveloppes budgétaires disponibles. Comment vous comptez lutter contre la hausse des loyers? Le projet de loi 65, là, c'est un projet de loi justement pour adresser les problématiques ponctuelles, mais qui durent quand même là, de la crise. Alors, il y a un moratoire de 3 ans sur les évictions. On le sait qu'il y a beaucoup de gens qui se faisaient évincer pour des plus bonnes ou mauvaises raisons et qui, après ça, n'avaient pas d'option et basculaient vers l'itinérance. Donc ça, il y a un moratoire de 3 ans sur les évictions dans un contexte d'agrandissement, subdivision ou changement d'usage d'un logement. Premier élément. Deuxième élément, dans ce projet de loi-là, on est venu aussi bonifier les protections pour les locataires aînés. Ça aussi, c'est une clientèle qu'on voit en refuge actuellement, des gens qui sont capables de s'organiser, mais que finalement, les loyers sont tellement importants que leur option temporaire, du moins, c'est de se retrouver dans les refuges. Alors, nos locataires aînés, maintenant de 65 ans et plus, qui habitent dans leur logement depuis plus de 10 ans et qui ont un seuil de revenu qui est sensiblement celui des HLM, ce seuil-là a été haussé pour viser un plus grand nombre de personnes. Alors, c'est une mesure très concrète puis qui envoie, à mon avis, un message très clair dans le marché puis dans l'univers là, que, bien, au Québec, en ce moment, il n'y en a pas d'éviction. Ces propos, elle les a aussi tenus quelques minutes après notre rencontre devant les participants des États généraux. Ils ont été très mal accueillis. La ministre a même été huée. Cet incident témoigne de la difficulté à faire entendre la détresse d'une partie de la population. Comment faire comprendre l'urgence de la situation à tout le monde? Cette question me ramène à la conversation que j'ai eue avec le théologien et criminologue Michel Simard. Il a longtemps évolué dans le monde de la recherche universitaire. Tout a changé pour lui quand il s'est impliqué auprès des plus vulnérables. Disons qu'avant de commencer à travailler, la pauvreté était une donnée statistique. À partir du moment où j'ai commencé à travailler au Havre, la pauvreté avait un nom propre. Ça s'appelait Jacqueline, ça s'appelait Pierre. Et j'ai commencé avec eux à regarder le monde dans lequel on vit à travers leurs yeux à eux. Et ce qui fait que j'ai finalement jamais cessé. Peut-être que c'est pour ça que les travailleurs communautaires, les intervenants en travail social, qui sont en première ligne, s'impatientent qu'on fasse de l'itinérance une priorité. Au contact des plus vulnérables, ils voient soudain le monde avec leurs yeux et le monde alors est beaucoup moins accueillant. Ils constatent l'urgence d'agir. J'aimerais donner la parole au président du comité sur l'itinérance de l'Union des municipalités, également le maire de Québec. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour M. Bruno Marchand. La situation en itinérance augmente, empire au Québec, mais elle s'améliore aussi à certains égards parce qu'il y a des gens comme ça pour poser des initiatives extraordinaires. Il y a des choses qui marchent. C'est pas une fatalité. On fait des bonnes choses au Québec et ce sont ces gens-là qui tiennent le fort. Mon premier objectif, c'est de leur dire merci. J'ai envie de poser la question, que fait la Ville? Alors d'abord, la Ville, dans ses champs de compétences, elle a tout le volet sécurité publique, elle a le volet d'aménagement de quartier. Ça, on a augmenté nos sommes. On met plus d'argent au budget pour des projets liés à sortir des personnes itinérantes. En 3 ans, on a augmenté le budget de, je pense, 300 %. Puis dans le prochain budget, on va rajouter 1 million. Puis ça, c'est sans compter les sommes en sécurité publique, c'est sans compter les sommes en travaux publics, c'est sans compter les sommes en aménagement urbain. On parle juste d'argent sonnant pour des projets. On a mis une façon de lier les gens du quartier avec les services publics et on travaille mieux avec les groupes communautaires pour travailler avec eux pour voir où sont nos irritants, comment on peut faire mieux. Et on travaille avec le CIUS, parce que lui aussi a un rôle important, sur quel acteur on peut être. Et honnêtement, il y a beaucoup d'initiatives qui se sont mises en place. Ça donne des fruits. En termes d'itinérance, de quoi auraient besoin les villes pour renverser la tendance? D'abord, il faut qu'on dise au Québec qu'on s'en va vers l'itinérance. Ça va prendre 15 ans, ça va prendre... Mais il y a des gens qui pensent que c'est impossible. Bien, ce compte-là, ils ne devraient pas travailler en itinérance. Non, mais il n'y a rien d'impossible. Si la Finlande le fait, pourquoi ce serait impossible pour nous? La Finlande est partie de 18 000 personnes itinérantes. Ils visent 0 pour 2027, ils sont rendus à 2000 quelques. Pourquoi la Finlande y arriverait? Parce que les Finlandais sont plus brillants que nous autres? Parce que leur itinérance, la personne n'est pas dans le même état? C'est possible. Je comprends les gens de douter. Parce qu'on a toujours vécu avec l'itinérance, puis on s'est cru que c'était une fatalité, puis c'était comme ça, puis il va toujours avoir des itinérants. C'est pas vrai.
quand que je dis ça, les gens disent « Ouais, mais il y a des itinérants qui ne veulent pas sortir de la rue. » OK. Si on commençait par travailler avec les itinérants qui veulent sortir de la rue, là, on en a presque 1000 à Québec. Là. Si on commençait par travailler avec les 300-400 qui veulent sortir de la rue, là, on en a pour quelques années déjà. Hein? Fait que les autres, on va se donner un peu de temps s'ils veulent pas, là. Le discours de Bruno Marchand fait du bien parce qu'il refuse la fatalité et reconnaît, comme l'ensemble des gens présents aux États généraux, l'énorme travail fait par les intervenants et intervenantes du communautaire. Ces propos me renvoient directement à ceux de Sonia Plante, notre experte de vécu. Il confirme le caractère essentiel du travail des intervenants communautaires. Je me permets de vous la faire entendre. Je pense que c'est important. Mais c'est drôle, quand Kierna est arrivée dans ma vie, ils m'ont aidé, c'est plate. Mais oui, il faut que t'avoues. Mais elle m'a pris par la main. J'avais besoin de ça. J'avais besoin que quelqu'un me prenne par la main. J'avais besoin de savoir que quelqu'un m'aimait puis que j'allais m'en sortir de là. C'est pas drôle avec ma fille de 16 ans, là. Tu sais, si j'aurais pas eu le commentaire, je serais pas là. Je serais même pas là. Parce que, tu sais, même mon logement, quand je serais pas là, je serais pas là. J'avais besoin que quelqu'un m'aime. C'est pas rien comme affirmation. La force du communautaire, de ceux qui travaillent avec les personnes en situation d'itinérance, c'est celle du cœur. C'est d'ailleurs exactement ce que m'a dit la docteure Marie-Ève Goyer lors de notre entretien. J'ai tellement essayé comme médecin là, d'aider mes patients, puis de pousser dessus, puis de tirer, puis d'inventer, puis de chercher. Puis finalement, après 20 ans, je me rends compte que c'est ce que j'ai fait de mieux. Puis ce qui marche, c'est ma capacité d'accueillir les gens dans l'amour, puis sur un terrain commun. Puis on dit pas beaucoup ce mot-là en itinérance, là, puis ça va. C'est comme un mot choquant, là, mais c'est une affaire d'amour. Puis les humains, là, ils répondent à l'amour, puis quand ils ont de l'amour, ils guérissent. Au cours de la dernière année, je me suis plongée dans une réalité qui n'était pas la mienne, celle de l'itinérance. Je l'avoue, j'ai trouvé ça difficile, déprimant, bouleversant, souvent révoltant. J'ai trouvé ça très lourd. J'ai rencontré des êtres humains magnifiques, comme Michel Simard et le docteur Goyer, qui devraient se voir consacrer chacun leur propre série balado, des gens du communautaire comme Émilie Leclerc, Francis Lacharité ou Josiane Mondoux, qui font une différence pour tellement de gens. Leur humanité m'a donné espoir, m'a donné du courage. L'itinérance n'est pas une fatalité. En novembre dernier, à Québec, les 450 personnes présentes aux États généraux ont réalisé qu'elles n'étaient pas seules à porter cet enjeu, qu'il est encore possible d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance et surtout de prévenir et réduire le phénomène au Québec. Les experts de vécu se sont fait entendre. Leur participation était essentielle à la réflexion. Tous et chacun ont partagé et découvert des initiatives, des réussites qui redonnent espoir. Une déclaration commune a émergé de ces rencontres, permettant une solidarité renouvelée. Et maintenant, la suite. Il reste encore du travail à faire. Il faut collecter des signatures, concrétiser les propositions de la déclaration commune, notamment des travaux sont déjà en cours pour la portion de la prévention de l'itinérance, pour agir davantage sur les causes de l'itinérance. Oui, il reste du travail à faire. Les choses évoluent lentement, mais sûrement. Rappelez-vous, les États généraux souhaitaient rassembler les forces de chacun pour élaborer une déclaration commune visant à orienter les efforts futurs afin de renverser la tendance en itinérance. Le RSIQ aime rappeler que c'est la déclaration commune de 2010 qui a mené à l'adoption de la toute première politique nationale de lutte à l'itinérance du Québec et souhaite vous inviter à soutenir ces efforts en signant la déclaration sur leur site Web. Vous écoutiez le 4e et dernier épisode de Renverser la tendance, une série balado du réseau Itinérance Solidarité du Québec. À la recherche, la scénarisation et l'animation, Anne-Josée Cameron. Au montage et au mixage sonore, Studio Expression. Une production et une réalisation de Denis Martel. Et un énorme merci au réseau Solidarité Itinérance du Québec pour la confiance.